J'ai emprunté ta carte uniquement pour les courses, a dit mon frère. Le lendemain, 7650 $ avaient disparu. Papa a haussé les épaules, il a besoin d'aide, ne sois pas cruel. Je n'ai rien dit. Cette nuit-là, j'ai fait un geste silencieux. À 7h35 du matin, il a ouvert son compte et a crié si fort. Ma carte était pour les courses, a déclaré Madison Carter, tenant son téléphone à quelques centimètres du visage de son frère. Alors, explique-moi pourquoi 7650 $ ont disparu avant le lever du soleil. Madison avait 29 ans et travaillait comme restauratrice de documents dans un musée de l'aviation à Dayton, dans l'Ohio. Elle y restaurait des journaux de vol et des lettres de guerre endommagées par le feu, l'eau et la négligence. Pourtant, il y avait une personne dont elle ne pourrait jamais réparer les désastres, son jeune frère. La nuit précédente, il l'avait invité à un concert en plein air et avait demandé à emprunter sa carte pour de l'essence et des courses. Elle a hésité car chaque faveur qu'elle lui accordait semblait devenir une nouvelle obligation, mais elle la lui a quand même remise. Au matin, la carte affichait des dépenses pour un hôtel de luxe, des appareils électroniques, des bijoux, des cartes de débit prépayées et une plateforme de paris sportifs en ligne. Madison n'a pas pleuré ni crié. Elle a photographié chaque transaction, a repris la carte et est sortie pendant qu'il insistait sur le fait qu'il y avait une explication. Leur père a appelé avant qu'elle n'atteigne sa voiture. Il a besoin d'aide, a-t-il dit. Madison a réalisé qu'il s'attendait à la fin habituelle. Elle se mettrait en colère, se sentirait coupable et finirait par tout payer. Au lieu de cela, elle n'a rien dit. Cette nuit-là, elle a fait un geste silencieux. À exactement 7h35 le lendemain matin, son frère a ouvert le compte qui, croyait-il, le sauverait, et a crié assez fort pour qu'un voisin appelle le gestionnaire de l'immeuble. Avant que je vous raconte ce que Madison a changé cette nuit-là, pourquoi son frère a paniqué et ce qui s'est passé quand leur père a appris la vérité, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Madison a découvert les dégâts à 6h42 le dimanche matin. Elle a ouvert son application bancaire pour vérifier si son salaire avait été encaissé et a vu qu'il ne restait que 184,17 $ de crédit disponible. Cet achat avait été effectué entre 10h18 la nuit précédente et 3h06 ce matin-là, une suite d'hôtels, un achat de bijoux de 1940 $, 2 transactions électroniques, des cartes de débit prépayées, des frais de covoiturage et un dépôt de 1250 $ sur un service de paris sportif. Ces alertes n'étaient pas arrivées immédiatement car elle avait désactivé les notifications individuelles pendant qu'elle travaillait dans la salle de conservation du musée, où le signal était restreint. Son frère le savait et avait un jour plaisanté en disant qu'elle recevait aujourd'hui les avertissements d'hier. Cela donnait l'impression que les dépenses étaient planifiées plutôt qu'impulsives. Elle a appelé 5 fois avant qu'il ne réponde. « Je dors », a-t-il chuchoté. « Tu as utilisé ma carte. J'ai acheté de la nourriture. Je t'avais dit que je le ferais. Tu as dépensé 7650 $. Après plusieurs secondes, il a prétendu que l'hôtel avait probablement effectué des retenues temporaires. Madison a demandé si la bijouterie avait également effectué une retenue temporaire. Il a marmonné qu'il devrait en discuter plus tard, et elle a entendu des rires en arrière-plan. Il n'était pas chez lui et il n'était pas seul. Madison lui a ordonné de rendre la carte, mais il a mis fin à l'appel. Elle a ouvert chaque transaction sur son ordinateur portable. La chambre d'hôtel avait été réservée à son nom pour 2 invités. Le reçu de la bijouterie indiquait un bracelet en diamant gravé avec les initiales LS. La transaction de Paris l'a menée à un compte créé avec son adresse électronique des mois plus tôt. Elle a cherché dans son dossier de courriers indésirables et a trouvé d'anciens messages de vérification prouvant que ce n'était pas une seule nuit d'imprudence. Ces informations financières faisaient partie d'un stratagème plus long. Madison a conduit jusqu'à son appartement et a attendu. À 9h27, il est arrivé dans une voiture de covoiturage avec une femme portant le bracelet. Quand la femme a vu Madison, elle a demandé « Est-ce votre partenaire commercial ?» La femme s'est présentée sous le nom de Sabrina Hall et a expliqué que Lucas avait prétendu que Madison finançait discrètement une entreprise de revente d'équipement médical. Sabrina avait investi 4000 $ parce qu'il avait promis de doubler cette somme en 6 semaines. Madison lui a dit la vérité. Il n'y avait pas d'investissement, et Lucas avait utilisé sa carte de crédit sans permission. Sabrina a retiré le bracelet et a demandé à Lucas s'il avait menti sur tout. Lucas a blâmé l'alcool, la pression, les fournisseurs et la confusion,
changeant d'explication toutes les quelques phrases. Madison a demandé à Sabrina de conserver leur message, puis a exigé la carte. Lucas l'a lui attendu et a insisté sur le fait qu'il rembourserait tout lorsque son affaire commerciale serait conclue. Il n'y a pas d'affaire, a dit Madison. Tu as utilisé mon adresse électronique pour un compte de jeu, tu as dit à quelqu'un que j'étais ton investisseur, et tu as attendu de savoir que mes alertes seraient retardées. Il l'a accusé de toujours supposer le pire. Madison est rentrée chez elle, a bloqué la carte, a demandé de nouveaux numéros de compte et a contesté les frais. La banque l'a averti que certaines réclamations pourraient être difficiles car elle lui avait volontairement remis la carte physique. Mais Madison avait une autre forme de levier. Depuis 3 ans, elle maintenait un compte d'urgence pour protéger Lucas d'une expulsion ou du chômage. Il ne pouvait pas retirer d'argent, mais Madison avait autorisé des paiements automatiques de loyer s'il prenait du retard, et elle était également la garante de son bail d'appartement. Lucas croyait que même après avoir dépensé 7 650 $, elle le sauverait pour protéger son propre crédit et éviter l'embarras familial. À 10h16 cette nuit-là, Madison a ouvert le bail, l'autorisation de paiement, les registres de Paris, les captures d'écran de Sabrina et les messages dans lesquels Lucas admettait avoir utilisé la carte. Elle a écrit une phrase dans son journal, « Ce soir, j'ai besoin de conséquences, pas d'une autre conversation. » Puis, elle a commencé à préparer le geste silencieux qui détruirait sa confiance au matin. Madison n'a pas vidé un compte partagé, n'a pas volé l'argent de son frère et n'a pas fabriqué de crise. Elle a fait quelque chose de beaucoup moins dramatique et de beaucoup plus dommageable pour le système qui l'avait protégée. Elle s'est retirée de toute obligation financière qu'elle avait volontairement acceptée en son nom. Premièrement, elle a contacté la société de gestion immobilière via son portail de documents d'urgence. Le bail permettait à un garant de se retirer avant le renouvellement lorsque le locataire avait soumis de fausses informations financières. Le renouvellement du bail de Lucas devait être traité à 7h30 le lendemain matin. Madison a téléchargé la preuve qu'il avait inscrit son compte d'urgence comme un actif contrôlé par les 2 membres de la fratrie. Même s'il n'avait aucun droit de propriété, elle a joint un avis formel révoquant sa garantie et a demandé une confirmation écrite. Deuxièmement, elle a annulé l'autorisation de loyer automatique. Le paiement n'avait pas encore été traité, mais Lucas avait déjà promis à son propriétaire que le compte couvrirait le solde impayé du mois précédent. Troisièmement, Madison a révoqué l'accès à un dossier numérique contenant des relevés financiers que Lucas avait utilisés pour impressionner Sabrina et 2 supposés partenaires commerciaux. Elle a remplacé le contenu du dossier par un document unique déclarant que Madison Carter n'avait jamais investi dans, approuvé, ou autorisé une quelconque entreprise liée à Lucas Carter. Quatrièmement, elle a envoyé à Sabrina le numéro de référence de l'enquête bancaire et lui a conseillé de conserver toutes les communications. Madison n'a pas dit à Sabrina de poursuivre en justice, de menacer Lucas ou de l'embarrasser publiquement. Elle a simplement donné la vérité à une autre victime. Enfin, Madison a envoyé à son frère un accord de remboursement préparé à partir d'un modèle standard fourni par son programme d'assistance juridique aux employés. Le document offrait 2 options, signer un plan de remboursement structuré et divulguer toutes les utilisations non autorisées de son identité, ou recevoir une lettre de mise en demeure officielle suivie d'une action civile. Elle a programmé le courrier électronique pour 7h35 du matin, 5 minutes après l'ouverture du système de renouvellement des baux. Ensuite, elle a éteint son téléphone et a dormi plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. À 7h35 le lendemain matin, Lucas a ouvert le courrier électronique tout en se connectant au portail immobilier. Le portail affichait 3 avis, le renouvellement de son bail était suspendu, son paiement de loyer en retard avait échoué et sa garante s'était retirée en raison de fausses déclarations financières. Au même moment, le dossier de documents partagés qu'il avait présenté comme preuve de financement a disparu. L'accord de remboursement est arrivé dans sa boîte de réception, suivi quelques secondes plus tard d'un message de Sabrina disant qu'elle avait contacté un avocat. Le cri décrit par son voisin n'a pas été causé par un seul compte manquant. Il provenait du fait de regarder 4 mensonges s'effondrer sur le même écran. Lucas a appelé Madison 17 fois entre 7h36 et 7h51. Elle n'a écouté aucun des messages vocaux avant d'être arrivée au travail. Le premier message était confus. Le deuxième exigeait qu'elle rétablisse l'autorisation de loyer. Au 4e, il l'a accusée d'essayer de le rendre sans abri. Dans le 8e, il a menacé de dire à leur père qu'elle avait volé l'argent de la famille. Au 12e, sa colère s'était transformée en peur. « Ils disent que j'ai falsifié des documents », a-t-il dit.
Madison a posé le téléphone face vers le bas et est entré dans le laboratoire de conservation. Son projet actuel était le journal d'un navigateur endommagé par l'eau, récupéré d'une collection privée. Les pages avaient fusionné après des décennies d'exposition à l'humidité. Les séparer demandait de la patience. Tirer trop fort, et le papier se déchirait. Ajouter trop d'eau, et l'encre disparaissait. Sa collègue Naomi Brooks a remarqué que Madison lisait la même ligne du rapport de préservation pendant plusieurs minutes. Naomi gérait le programme d'histoire orale du musée et avait la réputation de reconnaître la détresse sans la rendre publique. Elle a fermé la porte du laboratoire et a demandé « As-tu besoin d'une aide pratique ou d'une aide émotionnelle ?» La question était si directe que Madison a répondu honnêtement. Pratique. Mon frère a pris ma carte et a dépensé 7650 $. Il a également utilisé mon nom pour convaincre des gens qu'il avait un financement. Naomi n'a pas halté ni demandé pourquoi Madison lui avait fait confiance. Elle a demandé si la carte était bloquée, si les rapports de crédit de Madison étaient verrouillés et si toutes les preuves avaient été conservées. Madison s'était occupé de la carte, mais pas des rapports de crédit. Ensemble, pendant le déjeuner, elles ont placé des gels auprès des 3 bureaux de crédit et ont changé les mots de passe de la messagerie principale de Madison, de son portail bancaire, de son stockage en nuage et de son compte téléphonique. Naomi a ensuite posé la question la plus difficile. Depuis combien de temps paies-tu pour l'empêcher de subir des conséquences? Madison voulait dire qu'elle n'avait aidé qu'occasionnellement. Au lieu de cela, elle a énuméré les réparations de voitures, les dépôts de garantie, les factures de services publics, le cours de certification professionnelle qu'il n'avait jamais terminé et 3 mois de loyer après qu'il ait prétendu à une erreur de paie. Le total dépassait 23 000 $ sur 4 ans. Il avait toujours une raison, a dit Madison. Les raisons expliquent le comportement, a répondu Naomi. Elles n'effacent pas la responsabilité. À 11h10, leur père a appelé le numéro public du musée après que Madison a cessé de répondre à son téléphone personnel. Une réceptionniste l'a transféré à son bureau parce qu'il affirmait qu'il y avait une urgence familiale. Ton frère est sur le point de perdre son appartement, a dit Dean Carter sans la saluer. Quoi que tu aies fait, annule-le. Madison a regardé à travers la paroi de verre en direction du laboratoire. Il a falsifié des documents financiers et a utilisé ma carte. Il a dit, tu lui as donné la permission pour les courses et l'essence. Il était sous pression. Il a dépensé près de 2000 $ pour un bracelet. Dean a fait une pause, puis a dit, les jeunes hommes font des choses stupides quand ils essaient d'impressionner quelqu'un. La phrase a frappé plus fort que ce à quoi Madison s'attendait. Son père ne niait pas ce qui s'était passé. Il le transformait en quelque chose d'assez inoffensif pour qu'elle l'absorbe. Il a également utilisé mon identité pour un compte de jeu. Cela ressemble à un malentendu. Cela nécessitait mon adresse électronique et mes informations personnelles. Alors aide-le à le fermer. Ne gâche pas sa vie pour une erreur. Madison a ouvert un document vierge et a commencé à taper pendant qu'il parlait. C'est devenu la 2e lettre qu'elle n'enverrait pas, papa, chaque fois qu'il crée un désastre, tu appelles cela un accident. Chaque fois que je refuse de nettoyer, tu me traites de cruel. Quand son confort est-il devenu plus précieux que ma sécurité? À voix haute, elle a dit, je ne restaure rien. Il peut signer l'accord de remboursement. Tu es sa sœur et il est ton frère. Cette relation ne l'a pas arrêté. La voix de Dean est devenue plus tranchante. Ta mère n'aurait jamais traité la famille de cette façon. Madison s'est immobilisée. Leur mère était décédée 7 ans plus tôt, et Dean utilisait sa mémoire chaque fois que la culpabilité ordinaire échouait. Pendant des années, Madison avait accepté la comparaison parce qu'elle craignait que l'établissement de limites ne la fasse paraître froide. Cette fois, elle a reconnu la manipulation avant qu'elle ne l'atteigne. Maman tenait des registres, a dit Madison. Elle croyait aussi que les gens devaient rembourser ce qu'ils avaient emprunté. Ne l'utilise pas pour lui faciliter la tâche. Elle a mis fin à l'appel. Dans l'après-midi, les problèmes de Lucas s'étaient étendus. L'avocat de Sabrina a envoyé un avis de conservation. Le propriétaire a demandé une preuve de revenu. L'employeur de Lucas a appelé Madison parce que son numéro de téléphone apparaissait sur une demande d'achat d'équipement qu'il avait soumise dans le cadre d'une nouvelle proposition de vente. Il avait apparemment prétendu que Madison était la directrice financière d'une société de distribution privée.
Madison a seulement dit à l'employeur qu'elle n'avait jamais occupé ce rôle et n'avait pas autorisé l'utilisation de ces informations. L'entreprise a placé Lucas en congé administratif. À 4h48, il est finalement apparu à l'extérieur du musée. La sécurité ne l'a pas laissé entrer sans l'approbation de Madison, alors il s'est tenu dans le hall, l'appelant à plusieurs reprises pendant que les visiteurs marchaient autour de lui. Madison a regardé à travers la vitre du deuxième étage alors qu'il passait de la colère à la supplication. Un an plus tôt, elle serait descendue immédiatement pour faire cesser l'embarras. Cette fois, elle a demandé à la sécurité de lui dire qu'elle le rencontrerait dans un restaurant public à 6 heures. Elle voulait des témoins, de la distance et une sortie dégagée. À 5h55, Madison a emballé l'accord de remboursement, des copies des reçus et un carnet contenant ces 3 règles, pas d'argent liquide, pas de secret, pas de sauvetage face aux conséquences. Elle ne savait pas encore que Lucas avait amené leur père au restaurant, ni que la confrontation révélerait une dette bien plus importante que 7650 $. Lucas et Dean étaient déjà assis dans une cabine au fond quand Madison est arrivée. Elle a gardé son manteau et a placé l'enveloppe de documents sur la table. Dean a annoncé qu'il résoudrait le problème calmement, mais Madison a regardé directement Lucas. « Combien dois-tu » Il a évité la question et s'est plaint de la suspension de son bail. Quand Madison a redemandé, Dean a finalement dit « environ 28 000 ». Lucas l'a corrigé. Plus près de 26, selon le solde des paris. La dépense de 7650 $ avait été une tentative de couvrir des pertes plus anciennes. Lucas avait commencé à parier sur le basketball professionnel 11 mois plus tôt, puis avait rejoint un groupe privé vendant des prédictions garanties. Après avoir perdu, il a emprunté via des applications d'avance sur salaire, a utilisé de nouveaux prêts pour couvrir les anciens et a persuadé Sabrina d'investir dans la fausse entreprise d'équipement. La nuit du concert, il a acheté des marchandises qu'il avait l'intention de revendre et a loué une suite d'hôtels pour impressionner des hommes qui prétendaient pouvoir le mettre en contact avec des investisseurs. Les appareils électroniques ont été vendus avant l'aube pour moins de la moitié de leur prix d'achat. Les cartes prépayées avaient disparu et Sabrina avait gardé le bracelet. Madison a écouté jusqu'à ce qu'il ait terminé. Dean a alors dit « Maintenant tu comprends pourquoi il a besoin de nous. » « Non » a répondu Madison. « Maintenant, je comprends pourquoi tout l'argent que nous lui donnerons disparaîtra. » Lucas l'a accusé de vouloir le punir. Madison lui a rappelé qu'elle voulait seulement que la carte soit utilisée pour les courses. Elle a ensuite demandé à Dean quand il avait appris l'existence des jeux d'argent. Après avoir hésité, il a admis qu'il le savait depuis 2 mois et qu'il avait déjà payé 6 000 $ pour la dette de Lucas en utilisant des économies destinées à réparer son toit. Il avait quand même encouragé Madison à rester la garante de Lucas parce que Lucas avait promis d'arrêter. Madison s'est senti plus trahi par la dissimulation que par le montant. « Tu m'as laissé continuer à payer son loyer alors que tu savais. » Dean a répondu qu'il essayait de protéger son fils. « Et je suis ta fille » a dit Madison. Elle a placé l'accord de remboursement sur la table. Il exigeait que Lucas reconnaisse la dette, effectue des paiements mensuels, divulgue chaque compte ouvert avec les informations de Madison, évite de contacter son employeur, suive des conseils financiers et passe une évaluation de jeu. S'il refusait, Madison procéderait à une mise en demeure civile et coopérerait à toute enquête. Dean a qualifié l'accord de quelque chose que des étrangers utiliseraient. Les étrangers n'ont pas suffisamment d'accès pour voler autant, a répondu Madison. Lucas a parcouru les pages, puis a déchiré la première feuille en 2. Madison a calmement sorti une deuxième copie de l'enveloppe. « Tu avais prévu que je fasse ça ?» a-t-il demandé. Lucas s'est levé, accusant Madison d'apprécier son rôle de fille accomplie et responsable dont tout le monde avait besoin. L'accusation a fait mal car une partie était vraie. Après la mort de leur mère, Madison avait construit son identité autour du fait d'être digne de confiance. Elle avait protégé Lucas en partie parce que se sentir utile la mettait en sécurité. « J'aimais bien qu'on ait besoin de moi », a-t-elle admis. Lucas a prévenu que lorsqu'il aurait tout perdu, elle devrait se rappeler qu'elle l'avait choisi. Après son départ, Madison a dit à Dean que Lucas avait perdu le contrôle des mois plus tôt. Elle refusait seulement de le cacher. Dean a admis que d'aider Lucas lui avait coûté près de 19 000 $ sur 5 ans. Madison a donné à son père la seule aide qu'elle était prête à offrir, des informations sur les traitements, des ressources de conseil et un soutien émotionnel sans argent, mensonge, signature ou protection contre les conséquences juridiques. 2 jours plus tard,
Lucas a perdu son emploi après qu'une enquête interne a révélé qu'il avait utilisé les dossiers de l'entreprise et les contacts des clients pour soutenir son entreprise inventée. Son propriétaire a refusé de renouveler le bail, et Sabrina a déposé une plainte au civil pour ses 4 000 $. Lucas a appelé Madison et a dit qu'il était prêt pour un traitement. Elle a envoyé par courrier électronique les contacts de 3 programmes et un service de conseil en endettement à but non lucratif. Quand il lui a demandé de le conduire à une évaluation prévue pendant l'inspection des donateurs la plus importante du musée, elle a dit que le bus s'arrêtait à 2 pâtés de maison. Il l'a traité de personne sans cœur. Madison est allé travailler. Lucas a manqué sa première évaluation et a prétendu que le bus était en retard. Il a manqué la deuxième en raison d'un soi-disant entretien d'embauche. Le centre de traitement a proposé un dernier rendez-vous avant de le placer à la fin de la liste d'attente. Pendant ce temps, la contestation de la carte de Madison avançait lentement. La banque n'a annulé provisoirement que 2 160 $ liés aux marchandises annulées. Elle devait encore effectuer les paiements pour l'hôtel, le dépôt de Paris, les cartes prépayées et l'électronique, la forçant à annuler une conférence sur la conservation à Montréal à laquelle elle avait prévu d'assister depuis 2 ans. Cette perte a fait paraître les dégâts plus importants qu'un simple chiffre. Lucas avait consumé des opportunités et un temps qu'il n'avait jamais pris en considération. Naomi a encouragé Madison à utiliser le programme de conseil du musée. Lors de sa première séance, le docteur Hélène Porter a demandé quand elle s'était sentie responsable de Lucas pour la première fois. Madison s'est souvenu qu'elle avait 16 ans lorsque leur mère a été hospitalisée et que Lucas, âgé de 12 ans, a oublié un projet scolaire. Madison est resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour le construire à sa place. Il a obtenu un A, et leur mère a félicité Madison pour toujours prendre soin de tout le monde. Ce compliment est devenu un rôle. Au fil des ans, Madison a rempli des formulaires, couvert des factures, rédigé des curriculum vitae, appelé des employeurs et transféré de l'argent chaque fois que Lucas paniquait. Qu'aurait-il appris s'il avait reçu la mauvaise note, a demandé la conseillère. À se préparer, a répondu Madison. Et qu'a-t-il appris à la place? Que je me préparerais pour lui. Lucas a finalement assisté à sa 3e évaluation de jeu après que Dean a refusé de l'aider à moins qu'il n'entre à l'intérieur. L'évaluateur a recommandé un traitement ambulatoire intensif, une surveillance financière et l'exclusion des plateformes de paris. Lucas a accepté l'interdiction de parier, mais a résisté au calendrier de traitement car cela pourrait interférer avec sa recherche d'emploi. 3 jours plus tard, Madison a reçu une alerte indiquant que quelqu'un avait tenté de réinitialiser un ancien mot de passe de messagerie en utilisant un numéro de récupération se terminant par les chiffres de Lucas. Il a prétendu qu'il essayait d'accéder au compte de Paris pour pouvoir le fermer. Madison a documenté la tentative et l'a ajouté à son dossier juridique. Quand Lucas a dit qu'il était effrayé, sans abri et honteux, puis lui a rappelé des souvenirs d'enfance et leur promesse de ne jamais s'abandonner mutuellement, Madison a répondu « Souffrir ne te donne pas la permission de franchir mes limites ». Dean a finalement cessé de le défendre. Après qu'une dispute est devenue assez bruyante pour qu'un voisin appelle la police, Dean a dit à Lucas qu'il ne pourrait plus rester dans la maison à moins d'entamer un traitement et d'obéir à des règles écrites. Lucas a passé 2 nuits dans sa voiture avant d'accepter le placement en soins ambulatoires. Madison n'a pas célébré. Les conséquences l'avaient forcé à suivre un traitement, mais elle ne pouvait pas garantir un changement. Elle s'est plutôt concentrée sur une opportunité de promotion au musée. Sa proposition pour préserver les registres de maintenance d'aéronefs en détérioration lui a valu le poste de conservation principal. Quand Dean l'a félicité, il a admis que son propre comportement de sauveur avait contribué à créer la crise. Madison a apprécié l'honnêteté, mais a déclaré que la confiance devrait être reconstruite par des actions. Lors de la divulgation financière de Lucas, un autre mensonge est apparu. 2 ans plus tôt, il avait photographié le permis de conduire de Madison et utilisé les informations pour demander un prêt en ligne. La demande a échoué, mais la tentative est restée dans les dossiers archivés. L'avocat de Madison a dit qu'elle pouvait le signaler séparément. Lors d'une réunion au centre de traitement, Madison l'a confronté. Chaque ancien courrier électronique ou document me fait maintenant me demander si tu l'as utilisé. J'ai changé mes mots de passe, gelé mon crédit, annulé des projets et passé des heures à prouver mon identité. C'est ce que tu as pris. Lucas a dit que le prêt n'avait jamais abouti. Tu as quand même essayé, a répondu Madison. Quand il s'est excusé, elle a dit qu'elle avait besoin d'actes plutôt que d'un discours. La conseillère a placé l'accord de remboursement sur la table, et cette fois,
Lucas l'a signé. Son premier paiement ne serait que de $75 pendant qu'il resterait au chômage, mais la structure importait plus que le montant. L'affaire civile de Sabrina a également avancé. Lucas a été obligé de la rembourser, a vendu sa voiture pour réduire ses dettes et est entré dans un logement de transition lié au programme de traitement. Il avait perdu son emploi, son appartement, sa relation, sa voiture, son cercle social et la conviction que sa famille effacerait toujours les conséquences. Le plus douloureux était que plus personne n'acceptait ses explications comme moyen de paiement. 3 mois après le concert, Madison a reçu une enveloppe au musée. À l'intérieur se trouvait un mandat de $75 et une note manuscrite de Lucas. La note ne contenait aucune excuse dramatique. Elle disait qu'il avait commencé à travailler tôt le matin dans une blanchisserie commerciale, qu'il suivait un traitement 4 soirs par semaine et qu'il avait accompli 61 jours sans faire de pari. Il a reconnu que le chiffre ne réparait pas ce qu'il avait fait. Il voulait simplement qu'elle sache que le paiement provenait de son salaire. Madison a placé la note dans le tiroir de son bureau plutôt que de répondre immédiatement. Son vieil instinct la poussait à le féliciter, à le rassurer et à transformer un acte responsable en preuve que tout était réparé. La thérapie lui avait appris à tolérer l'espace entre l'amélioration et la confiance. Au travail, sa promotion a apporté de nouvelles responsabilités. Elle supervisait 3 techniciens en conservation et coordonnait un projet avec une université régionale. Pendant des années, Madison avait refusé des opportunités de direction parce qu'elle croyait que les urgences de Lucas exigeaient de la flexibilité. Sans ces interruptions, elle a découvert combien d'énergie la vigilance constante avait consumé. Elle a également commencé à reconstruire des parties de sa vie personnelle qu'elle avait négligées. Naomi lui a présenté un bénévole de la société historique locale nommé Caleb Morgan, un ingénieur civil qui restaurait des radios anciennes le week-end. Madison a accepté de prendre un café, mais lui a dit qu'elle avait besoin d'avancer lentement. Elle ne voulait plus de relations basées sur la preuve de son utilité. La banque a finalement résolu la plupart des frais contestés. Les achats d'électronique annulés et une partie des frais d'hôtel ont été remboursés. Les cartes cadeaux et le dépôt de paris ont été refusés car la carte physique avait été volontairement fournie. Après les crédits, Lucas devait légalement $5 490 à Madison, plus les coûts associés à la carte de remplacement et à la consultation juridique. Combiné avec la réclamation de Sabrina, les prêts de Dean et d'autres dettes, son plan de remboursement prendrait des années. Lucas avait du mal avec le rythme. Lors d'une réunion de traitement, il a dit à Madison que de regarder son salaire disparaître dans la restitution lui donnait l'impression que sa vie ne commencerait jamais. Madison a répondu, « Le remboursement ne retarde pas ta vie. Il fait partie de la vie que tu as créée. » Il a eu l'air blessé, mais la conseillère lui a demandé d'accepter la déclaration plutôt que de la rejeter. Plus tard, Lucas a admis qu'il avait imaginé le rétablissement comme quelques mois douloureux suivis du pardon. Il n'avait pas compris que la responsabilité pouvait être répétitive, silencieuse et ennuyeuse. Cette prise de conscience a marqué le premier changement auquel Madison a fait confiance. Dean a également commencé à suivre des conseils par l'intermédiaire d'un groupe de soutien familial. Il s'est excusé d'avoir fait pression sur Madison et d'avoir dissimulé les habitudes de jeu de Lucas. Plus important encore, il a changé son comportement. Lorsque Lucas a demandé de l'argent pour acheter des chaussures de travail, Dean n'a pas transféré d'argent liquide. Il a contacté le centre de traitement, a appris qu'un fonds professionnel pouvait fournir les chaussures et y a dirigé Lucas. Quand Lucas s'est plaint que la famille devrait aider, Dean a répondu « Nous t'aidons à utiliser le bon système ». Madison a vu cette phrase comme la preuve que son père apprenait la différence entre le soutien et le sauvetage. La famille a assisté ensemble à une séance de médiation. Lucas a admis que la fiabilité de Madison était devenue quelque chose dont il gardait rancune. Il comparait chaque échec de sa vie avec la carrière stable de sa sœur et en avait conclu qu'elle lui devait une compensation pour être celle qui réussissait. Chaque fois qu'elle le sauvait, le ressentiment grandissait parce que son aide confirmait sa dépendance. « J'ai fait de toi le méchant pour avoir ce que je voulais », a-t-il dit. Ensuite, j'ai utilisé ta gentillesse comme preuve que tu ne m'arrêterais jamais. Madison a apprécié l'honnêteté, mais elle n'a pas effacé les dégâts par un pardon immédiat. Comprendre pourquoi tu m'as fait du mal ne m'oblige pas à te faire de nouveau confiance. Je sais. Vraiment? Je commence à le comprendre. Après la séance, Lucas a demandé s'ils pourraient se rencontrer pour prendre un café un jour sans discuter d'argent ou de traitement. Madison a dit qu'il pourrait l'envisager après 6 paiements consécutifs et une assiduité continue.
Elle s'attendait à ce qu'il se plaigne des conditions. Au lieu de cela, il a hoché la tête. Le 6e paiement est arrivé à temps. Ils se sont rencontrés dans un petit café près du musée. Lucas portait son uniforme de blanchisserie parce qu'il venait directement du travail. Ses mains étaient sèches et irritées par le détergent industriel. Il semblait embarrassé par l'uniforme, mais Madison ne l'a pas sauvé de l'inconfort en faisant semblant de ne pas le remarquer. « Comment se passe le travail ?» a-t-elle demandé. « Dur, répétitif, honnête. » Il a décrit le tri des draps d'hôpital, la réparation des tapis roulants bloqués et l'arrivée avant l'aube. Son superviseur avait proposé de le former à l'entretien de l'équipement parce qu'il arrivait constamment en avance. Lucas a dit que l'opportunité n'était pas impressionnante, mais que c'était la première qu'il avait gagnée sans exagérer qui il était. « Cela me semble impressionnant », a déclaré Madison. Il a souri brièvement, puis est devenu sérieux. « Je pensais que tu avais une vie facile parce que tu ne continuais pas à la détruire. » Madison l'a regardé à travers la table. « La stabilité est un travail, Lucas. Je le sais maintenant. » Il n'a pas demandé d'argent, de trajet, de référence ou d'introduction. Quand l'addition est arrivée, il a payé son propre café. Ce soir-là, Madison a ouvert le journal contenant ses 3 lettres non envoyées. La première disait qu'il avait tué la dernière partie de sa confiance. La deuxième demandait s'il croyait qu'elle était un distributeur automatique avec des émotions. La troisième pleurait la relation qu'elle pensait qu'ils avaient. Elle a commencé une 4e lettre, mais celle-ci, elle avait l'intention de l'envoyer. Lucas, le pardon n'est pas un bouton de réinitialisation. Il ne nous ramène pas à la nuit précédant le concert, et il ne fait pas disparaître les frais, les mensonges ou la peur. Je te pardonne parce que je ne veux pas que la colère contrôle le reste de ma vie. Je n'oublierai pas parce que la mémoire protège les limites que j'aurais dû créer il y a des années. Tu es responsable de la reconstruction de ta vie, et je suis responsable de la protection de la mienne. J'espère que nous finirons par construire une nouvelle relation, mais elle ne peut pas être basée sur l'ancien accord dans lequel tu créais des urgences et où je prouvais mon amour en les résolvant. Je crois que les gens peuvent changer. Je crois aussi que le changement doit être mesuré par des actions répétées, surtout quand personne n'applaudit. Elle a posté la lettre le lendemain matin. Lucas n'a pas répondu par des promesses. Son paiement suivant est simplement arrivé à temps. 1 an après le concert, Madison se tenait à côté d'une nouvelle exposition du musée présentant des registres de vol restaurés autrefois considérés comme trop endommagés pour être sauvés. Elle avait choisi de ne pas cacher chaque tache ou déchirure réparée. La préservation ne signifiait pas prétendre que les dommages ne s'étaient jamais produits. Cela signifiait empêcher les dommages de se propager tout en protégeant ce qui restait. Lucas avait terminé son traitement intensif et continuait d'assister aux réunions de rétablissement hebdomadaires. Il avait été promu technicien de maintenance à la blanchisserie et avait emménagé dans un petit studio. Parce que son ancien propriétaire avait documenté les fausses informations financières, trouver un logement avait été difficile, et il avait été tenu de payer un dépôt de garantie plus important. Il ne blâmait plus Madison pour ses conséquences. Il avait remboursé $2140 de sa dette envers elle et était parvenu à un règlement par médiation avec Sabrina, qui n'avait jamais repris leur relation. La croissance personnelle ne donnait pas à Lucas le droit de retrouver l'accès à tous ceux qui l'avaient blessé. Dean a réparé son toit lentement au lieu d'emprunter plus d'argent. Il a cessé de qualifier le comportement de Lucas de simple erreur et a commencé à le décrire avec précision, une dépendance combinée à une malhonnêteté délibérée. La famille n'était pas guérie par magie. Les vacances restaient inconfortables. Madison gardait ses informations financières privées, et Lucas devenait parfois sur la défensive au sujet du remboursement. Quand de vieilles habitudes revenaient, Madison répétait ses limites sans faire de longs discours. Le geste de minuit n'avait pas été une vengeance au sens théâtral du terme. Elle n'a pas volé son argent, ne lui a pas fait honte publiquement, n'a pas saboté son travail et n'a pas inventé de punition. Elle a retiré les ressources qui permettaient à sa tromperie de se poursuivre. Elle a annulé sa garantie, a protégé ses comptes, a conservé des preuves et a dit la vérité aux personnes dont les décisions en dépendaient. Une fois le filet de sécurité disparu, Lucas a rencontré les conséquences naturelles de ses propres choix. La vengeance recherche la souffrance comme preuve de justice. Une limite permet aux conséquences d'exister sans prendre la responsabilité de les causer ou de les prévenir. Lors d'une réunion de soutien, quelqu'un a demandé à Madison si elle se sentait coupable que Lucas ait un jour dormi dans sa voiture. Oui,
a-t-elle répondu. Mais la culpabilité n'est pas toujours la preuve que vous avez fait quelque chose de mal. Parfois, c'est la preuve que vous avez arrêté de faire ce que les gens vous ont appris à faire. Madison avait cru autrefois que l'amour exigeait un accès illimité à son argent, son crédit, son énergie et son avenir. Elle mesurait sa bonté à la quantité de dommages qu'elle pouvait absorber sans partir. Finalement, elle a compris qu'un sauvetage constant nuisait aux deux membres de la fratrie. Cela gardait Lucas dépendant et gardait Madison émotionnellement emprisonnée. Un soutien sain signifiait fournir des informations sur le traitement sans organiser chaque rendez-vous, écouter sans transférer d'argent, reconnaître les progrès sans annuler la restitution. Et permettre à un adulte d'éprouver de l'inconfort au lieu de traiter chaque émotion difficile comme une urgence. Des mois plus tard, Lucas a visité le musée et s'est arrêté devant le journal d'un navigateur restauré. « Peux-tu faire disparaître complètement les déchirures ?» a-t-il demandé. « Je pourrais en couvrir certaines », a déclaré Madison. Mais cacher une réparation peut affaiblir la page. Le but est la stabilité, pas de prétendre que cela n'a jamais été déchiré. Lucas a compris qu'elle parlait de plus que de papier. Avant de partir, il lui a remis son paiement mensuel. « Je suis désolé », a-t-il dit. « Pas seulement pour l'argent. J'ai rendu ta gentillesse dangereuse. » Madison n'a pas dit que tout était oublié. « Continue de faire le travail », a-t-elle répondu. Alors qu'il s'éloignait, elle ne s'est sentie ni victorieuse ni vaincue. Elle s'est sentie libre. La liberté n'était pas arrivée lorsque Lucas avait finalement compris sa douleur. Elle est arrivée lorsque sa compréhension n'était plus nécessaire pour qu'elle se protège. La leçon n'était pas que chaque parent en difficulté devait être abandonné. Les personnes confrontées à la dépendance, aux dettes, au chômage ou à la douleur émotionnelle ont besoin d'un soutien significatif. Mais un soutien sain exige de la structure, de l'éducation, des responsabilités et une communication honnête. Il ne devrait jamais exiger qu'une personne renonce à sa sécurité financière ou à sa santé mentale pour que quelqu'un d'autre puisse éviter de changer. Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles expliquent à quel comportement une relation peut survivre. La responsabilité n'est pas un rejet. Elle reconnaît que les adultes doivent aider à réparer le mal qu'ils causent. Le pardon n'est pas la permission de répéter l'infraction. Madison a également appris que les connaissances financières sont une autoprotection. Les alertes de transactions, les comptes séparés, les gels de crédit, les mots de passe sécurisés, les accords écrits et une documentation minutieuse sont importants. Pourtant, aucune garantie technique ne peut remplacer la volonté de dire non. À 7h35 ce premier matin, Lucas a crié parce que la protection entourant ses mensonges a disparu. Un an plus tard, ce moment représentait la première fois où il était forcé de construire une vie honnêtement. Madison a gardé une dernière lettre dans son journal. « J'ai passé des années à réparer les conséquences de tes choix. La chose la plus aimante que j'ai jamais faite a été de te rendre ce travail. » Elle a fermé le journal et a quitté le musée sans vérifier si quelqu'un avait besoin d'être sauvé. Elle n'était plus le plan d'urgence de la famille, la garante silencieuse ou la ligne de crédit mobile. Elle était Madison Carter, une femme qui avait enfin compris que protéger sa vie ne la rendait pas déloyale. Cela la rendait entière. Qu'auriez-vous fait à la place de Madison? Auriez-vous retiré le filet de sécurité financier immédiatement, offert une dernière chance à Lucas, ou continué à aider parce qu'il était de la famille? Partagez votre opinion honnête dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider quelqu'un à reconnaître la différence entre soutenir un être cher et se sacrifier pour protéger cette personne de ses responsabilités. Nous espérons que cette histoire fictive vous a apporté de l'émotion, du suspense et quelque chose de significatif sur quoi réfléchir. Elle était principalement à des fins de divertissement, d'éducation et de narration. Si une histoire vous laisse un message, que ce soit celui-ci. Ne laissez jamais une douleur temporaire vous convaincre de retourner dans un endroit où l'on a manqué de respect à votre cœur à plusieurs reprises.